Alors il y a un fait, un élément, je vais dire des choses avec beaucoup de précaution parce que ça demande des preuves. Je n'ai que des supputations et je n'ai que quelques éléments indiciaires qui constituent des indices. En 97, je crois, je pense que c'est en 97, si je me trompe de date, tu me corriges. Zarwal a été évacué sur Genève. C'est 97 ou 98? Je ne me souviens pas. Il a été évacué à Genève, soi-disant pour une thrombose. Il aurait eu quelque chose dans la jambe, un caillot de sang dans la jambe. C'est ça. Ça, c'est la version qui a été diffusée par les médias, etc. C'est une fausse version. Elle n'est pas exacte. Il avait fait l'objet d'un attentat. Personne n'en a parlé. Zarwal avait fait l'objet d'un attentat? Oui, monsieur. Zarwal a fait l'objet d'un attentat, je ne sais pas exactement si c'est à Chrif ou à Arzew. Et c'est au lendemain de ce voyage qu'il a été évacué sur Genève. C'est une information vérifiée, J'ai dit c'est une supputation. C'est une supputation parce qu'il a été évacué sur Genève, j'ai dit bien sur Genève, pour une embolie. Pas ampulement, une embolie dans la jambe, paraît-il. C'est l'explication qui avait été avancée à l'époque par la presse. Je crois qu'on peut le voir, on peut vérifier la date sur Google ou sur Wikipédia. Et cet attentat sur Zarwal, s'il est avéré, ça veut dire que les contradictions sont devenues très très fortes dans l'entourage immédiat de Zarwal entre les deux polarités qui étaient constituées par, d'une part, Betchin et de l'autre côté par les services. Qui a fait l'attentat? Pourquoi? Dans quel but? Et quels étaient les dividendes qui en étaient attendus? Je ne vois qu'une explication. C'était de le pousser à la sortie. Le pousser à la sortie parce que... C'est un message. C'est un message pour lui dire il est temps que tu rendes le tablier parce que tu ne fais plus l'affaire. Tu ne fais plus l'affaire et que nous sommes devenus suffisamment forts pour revenir à la nuisance. Deuxième élément important, c'est la mort d'un général qui est un de ses plus proches amis, qui a dû intervenir dans les 4 ou 6 mois qui ont suivi. C'est le général Khalil Habib, qui a été tué à Oran. Le général Khalil, d'après des informations qui nous sont parvenues, a été tué au lendemain d'un voyage qu'il a effectué à Alger et il a rencontré en tête-à-tête Zarwal à la présidence. Je suis dans les supputations. Ce sont généralement les thèses de Smraoui. Je ne l'ai pas lu chez Smraoui. Je ne l'ai pas lu chez Smraoui. Mais en général, voilà, il y a... c'est ce qui fait que, à mon avis, Zarwal avait compris que le projet de constitutionnalisation qu'il avait essayé de mettre en route en 1995 avait quelque part capoté. Avait quelque part capoté parce que il y a une... Voilà, c'était le jeudi 30 janvier 1997 que le général en retraite Habib Khalil est tué près de son domicile à Saint-Hubert, du quartier de Saint-Hubert. 97. À 97, le jeudi 30 janvier 1997, à Oran. Janvier. Le jeudi 30 janvier 1997. C'est ça. Alors, pour résumer maintenant tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de... Je peux te rappeler, c'est pour nos amis les internautes et les amis de Respublica, qu'à partir de
de 94, il y a eu le retour à la violence, même si le pouvoir il a suggéré à travers les hommes de terrain, les hommes de Zaroual, les hommes des généraux, des anciennes générations, les Moudjahidines, etc., etc. Ils ont combattu le terrorisme avec beaucoup d'engagement et beaucoup de patriotisme. Il y a des faits qui sont là, c'est qu'il y a à partir de janvier 97 une série de massacres qui ont frappé la région de la Métija essentiellement et qui ont fait environ de 450 à 500 morts. Et chose qui n'a pas empêché le nouveau parti politique, en l'occurrence le RND, de fêter ses victoires entre guillemets frauduleuses, n'est-ce pas? Le 15, dans cette même période, il y a un phénomène qui m'a toujours intrigué, c'est la libération conditionnelle de Bassi Madani. Bassi Madani a été libéré il a été assigné à la résidence, il a bénéficié d'une liberté conditionnelle en 1997, le mois de juillet 97, contrairement à Ali Belhaj qui est resté en prison jusqu'à la fin de sa condamnation. Tu as beaucoup d'assassinats, beaucoup des massacres qui reprennent quelques jours avant le début du Ramadan en 1997, janvier 1998, faisant plus d'1 millier de morts et de victimes. Et le problème, c'est que la violence a changé de géographie, de l'Algérie à l'est, la violence s'est déplacée du côté ouest algérien. Il y a un incident également très important, un assassinat, qui est de nature culturelle mais éminemment politique, c'est l'assassinat de Matoub Lounès, qui a complètement changé les donnes en Kabylie et à qui on a donné une certaine interprétation de nature plutôt politique que terroriste dans le sens islamiste du terme. Ça s'est passé le 25 juin 1998, donc le chanteur kabyle Lounès Matoub, victime d'une embuscade, est assassiné près de Tizi Ouzou. Les émeutes qui se... Donc tu connais l'histoire des émeutes qui se produisaient donc en Kabylie, les jours suivants prennent un caractère anti-gouvernement. Parce qu'ils considéraient que... avec ces massacres, avec ces attentats, avec l'assassinat politique de Matoub Lounès, etc., qui a marqué quand même la Kabylie, qui a marqué l'Algérie avec ses chansons, ses prises de position, son engagement, etc. C'est en 98, Zaroual décide d'abréger son nom. Exactement. Est-ce que maintenant, à ton avis, Zaroual a décidé d'abréger son mandat présidentiel? Est-ce qu'il l'a décidé en annonçant une élection présidentielle anticipée de son propre gré? Il voulait dire je n'ai plus rien à faire, j'ai tout fait, je vous laisse les commandes du pays, ou parce qu'il y a eu une pression? C'est-à-dire, je te repose la question comme je te l'avais posée pour Chadli 92. Et je crois que c'est le même scénario, dans un sens politique. Mais maintenant, ce qui s'est passé, on ne le sait pas. À ton avis, quelle interprétation doit-on donner à cette décision de Zaroual? Est-ce que parce qu'il a subi des pressions? Est-ce que c'est à cause de cette, entre guillemets, ce que tu as dit toi, et moi je ne le sais pas, cette tentative d'assassinat, tentative de meurtre contre sa personne en 97, ou parce que Zaroual a estimé que sa mission est terminée, qu'elle était arrivée à terme, même si le mandat n'était pas encore terminé, et qu'il devait rendre le pouvoir aux civils et à un homme politique élu au suffrage universel. Ça ne correspond pas à la mentalité de l'homme de se défaire de ses responsabilités. Ça veut dire qu'il a subi des pressions. Il a subi des pressions, et des pressions qui sont allées en crescendo. Des déstabilisations indirectes, ensuite l'intervention directe par les assassinats, et ensuite les tentatives de soulèvement de régions entières comme en Kabylie. Alors que c'est lui qui a autorisé la création du Haut Commissariat à la Mazirité. C'est ça. C'est créé sous le temps de Zaroual. Et la mouvance berbériste avait
obtenu ça suite à des grèves. C'est la grève de l'école, si tu te souviens. De cartable. La grève de cartable. Alors, ce qui montrait bien les appréhensions qu'avait Zaroual et le groupe, son groupe au départ dans les années 94-95 par rapport à un retournement à la culture identitaire contestatrice plutôt que l'évolution vers la citoyenneté qu'avait programmé et voulu un homme comme Qasem Al-Bah. Donc le retour à la contestation identitaire était l'amorce d'un début de turbulence et de perturbation. Sauf que ce qui était singulier, c'est que, Zaroual avait réussi dans un premier temps, ce que toi tu as appelé la première période, qui va jusqu'à la fin 95, à réintégrer les services dans l'armée. L'affaire de Tebkhéren va réautonomiser les services par rapport à l'armée. Elle va leur redonner... Mais est-ce que, à ton avis, les services à l'époque étaient homogènes? Est-ce qu'il n'y avait pas une fragmentation? Comme dans les milieux islamistes, par exemple, indépendamment des jugements politiques, n'est-ce pas, ou des lectures politiques et partisanes qu'on peut faire, les milieux donc islamistes, particulièrement les milieux armés, étaient également fragmentés. Est-ce que les services de renseignement, le DRS, étaient homogènes à l'époque? Est-ce qu'il n'y avait pas des groupuscules à l'intérieur, des gens qui pouvaient, je ne sais pas, faire des choses à leur façon, à leur manière, sans se référer à leur hiérarchie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une fragmentation de tout un système? Écoute, je crois que... Parce que s'il y a une homogénéité, cela veut dire que la prise de décision, elle est politique. Elle devient, le centre de décision, il devient unique. S'il y a fragmentation, donc il y a non-maîtrise de la situation. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que le DRS, parce que c'est un corps militaire, est un corps soumis à une très grande discipline. Et qu'il n'y a pas possibilité d'un caractère disciplinaire là-dedans. Est-ce que je peux placer un mot? Bien sûr. Pour justifier ce que je dis. Oui. Lorsque tu lis toutes les thèses avancées par les chefs militaires, oui, à commencer par Nazar, oui, et tous ceux qui ont parlé, y compris Touati et les autres, oui, ils ont toujours dit, pour justifier des actes, ou pour expliquer des actes, je ne dis ni justifier ni expliquer, je dis expliquer ou justifier, ils ont toujours dit que l'institution en tant qu'institution n'a rien à voir avec ça. Mais que des hommes, pour moi, ça peut être un homme, ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être plusieurs hommes, ça peut être plusieurs chapeaux, plusieurs casquettes, ont éventuellement agi. C'est valable dans la police, c'est valable dans la gendarmerie, c'est valable dans les GLD, c'est valable dans la police communale, c'est-à-dire la garde communale, c'est valable dans les services. Est-ce que ça n'est pas un argument pour dire qu'il y a une fragmentation? Donc il y a un manque de discipline. Je vois mal un groupe agir militaire se transformer en groupe paramilitaire. Le paramilitaire ne peut exister en tant que groupe autonome que sous un parapluie politique. S'il a un appui, quelque part, un appui de décision. C'est-à-dire qu'il a été créé en dehors des structures classiques. Ça, on le sait qu'il y a eu des créations en dehors des services. Tant que les services étaient attachés à la présidence, le paramilitaire était sous leur commandement. Quand les services ont été réintégrés à l'armée, le paramilitaire est devenu informel, il est devenu quelque chose d'opaque. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qui fait quoi. Voilà, c'est ce que je te disais. Qui fait quoi. Mais il continue d'avoir des attaches. Parce que Belkher n'a pas disparu entre-temps. Où était-il? Que faisait-il? On n'a plus entendu parler de Belkher durant la période de Zaroual. Plus jamais. Aucun média ne parle. Paris qui faisait des affaires. Mais on n'en a plus entendu parler. Donc il y a un problème. Un problème, c'est que tout le monde dit, à tort ou à raison, que les groupes paramilitaires ont commencé à exister
pour combattre les islamistes depuis 1991, pratiquement. Depuis 1991. Il y a eu une organisation qui s'appelle l'OJAN. Oui. Oui. Un escalier, on ne sait pas ce que c'est aussi. Mais ces mouvements paramilitaires... Comme le fameux groupe 192... des groupes comme ça informels. Mais tous obéissaient à la même logique. C'était des groupes qu'on pouvait... On a l'impression, c'est une impression, hein. On a l'impression qu'il y a quelque part une influence, je ne dis pas la main, je n'ai pas de preuve. On a l'impression qu'il y a une influence française sur ces modes de fonctionnement. Parce que c'est le mode pasqua. C'est le mode pasqua qui crée les SOA, qui crée le SAC. Ça, c'est des coups à la pasqua. Si la thèse de l'osmose réelle affirmée par Pasqua entre la DST algérienne et la DST française, il ne faut pas chercher très loin. Ça veut dire tout simplement... En tant que structure, cette DST algérienne existe-t-elle? Bien sûr. C'est quoi la DST algérienne? C'est on n'entend jamais, on ne connaît pas. Au Maroc, d'accord, mais en Algérie, c'est quoi? C'est une police relevant directement du ministère de l'Intérieur. Mais toutes les polices relèvent de l'Intérieur. Nous connaissons la DGSN. La DGSN, c'est une direction générale. La direction générale de la Sûreté nationale. Oui. La DST, c'est la direction de la sécurité du territoire. La sécurité du territoire. Qui regroupe probablement... En tant que structure, moi je sais qu'en France ça existe, c'est normal. Oui. Je sais qu'au Maroc ça s'appelle la DST aussi. Oui. Mais en Algérie je ne connais pas ça. Peut-être que c'est le nom de la GSN, c'est possible. Oui, d'accord. Bon, c'est juste une précision. Oui, bien Parce sûr. Que tu l'as répété maintenant à 2 reprises, donc je voulais préciser. Oui.